quelques mètres de la place de la République à Paris, les principaux leaders d'opposition africains qui ont mis en place la plateforme politique IPDD, Initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, ont tenu pour la énième fois une conférence de presse devant un parterre de journalistes venus des médias africains et occidentaux. Lors de son allocution introductive, le coordinateur du comité de suivi de la dite plateforme, qui est en même temps le secrétaire général de la démocratie chrétienne en République démocratique du Congo, M. Freddy Kita, a mis l'accent sur des notions telles que la place de la jeunesse africaine dans la vie politique, la malgouvernance, l'insécurité et la menace de la paix dans certains États africains. Pour cette conférence de presse dont les organisateurs jugent primordiale, d'autres grandes figures d'opposition en Afrique ont effectué le déplacement pour Paris, à savoir le Tchadien Saleh Kebzabo, le Congolais de Brazzaville Mathias Zong, qui a été, il faut le rappeler, enfermé pendant 12 mois par le régime actuel de Denis Sassou Nguesso avant d'être libéré sous la pression et les plaidoyers de la communauté internationale, et le chef de file djiboutien. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et très chers camarades, en ce moment historique pour le devenir de beaucoup de pays africains, au nom de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, IPDD, je me fais le devoir de vous remercier d'avoir répondu, malgré la grève, à notre invitation. Il faut reconnaître que nos peuples africains, dans le passé, ne se sont pas sentis suffisamment conscientisés et interpellés par la manière dont leurs pays ont été gérés, laissant de ces faits le dirigeant autoproclamé détruire notre patrimoine commun. Sans que cela ne soit une excuse pour ces instigateurs, les guerres et les conflits armés qui frappent aujourd'hui l'Afrique ne seraient donc qu'une conséquence tragique de cette conception féodale de l'État ainsi que d'une carence chronique de légitimation du pouvoir. Nous devons avoir le courage de dénoncer l'impasse des processus démocratiques en Afrique qui s'accompagnent d'un recul de l'autorité de l'État dans certains territoires où les phénomènes terroristes de groupes armés sont à la base des massacres à grande échelle, du déplacement massif des populations rurales ainsi que des phénomènes de migration. Souffrez que je me penche pragmatiquement sur la situation gravissime qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, en République du Congo, au Rwanda, au Burundi, au Tchad, au Djibouti, où la paix est gravement menacée. Les constitutions ici des processus de paix pour ces conflits ont assimilé les valeurs de la démocratie pluraliste et représentative, entre autres, le principe de l'émanation du peuple de l'investiture politique, le principe de la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, ainsi que le principe de l'alternance démocratique à la suite de la limitation du nombre de mandats des présidents de la République. Les seigneurs de guerre arrivés au pouvoir ont fait semblant d'appliquer ces principes fondamentaux pendant une décennie. Les élections se tiennent plus ou moins régulièrement, mais les électeurs n'ont pas le droit de choisir leurs dirigeants à cause du caractère frauduleux des processus électoraux mis en place. La séparation des pouvoirs n'existe que dans les lois fondamentales, mais pas dans la réalité des rapports entre les institutions étatiques, en particulier le pouvoir judiciaire, est soumis au pouvoir exécutif au point d'être instrumentalisé pour des raisons de répression politique. Ces processus de démocratisation ratés s'achève maintenant avec la tentative de contourner l'alternance politique garantie par nos constitutions. Le constat est malheureux et inquiétant. Cet état de lieu, centré sur les menaces qui pèsent sur le processus de démocratisation, est nécessaire enfin d'arriver à nous poser les bonnes questions
en ce moment pour l'histoire du continent africain. Où allons-nous? Ce qui est essentiel à notre humble avis, c'est l'occasion historique offerte par cette conférence de presse de se retrouver entre responsables politiques et membres de la société civile afin de répondre ensemble à la seule et véritable question qui compte à ce stade, que notre histoire commune en tant que citoyens africains. Raison pour laquelle nous voulons aborder ce sujet sur la problématique de la malgouvernance et ses conséquences pour l'avenir du continent, l'insécurité et menace sur la paix, quel impact sur la croissance économique de l'Afrique, l'investissement de la jeunesse dans la construction de l'Afrique, en quoi est-ce un atout pour le développement, qu'avons-nous fait et que voulons-nous faire de notre continent. Cela nous semble-t-il la finalité fondamentale de cette rencontre et elle exprime l'écrasante dimension de notre responsabilité envers nos peuples au service desquels l'élite politique africaine est appelée à œuvrer. Très chers camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués membres de la presse, que notre seul guide dans nos échanges et réflexions sur l'avenir de notre continent soit notre conscience et les intérêts supérieurs de nos peuples. Notre seul souci doit être la recherche des solutions pour sauvegarder les droits de nos peuples à la paix et au développement durable. Vive l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Je vous remercie. Je laisse la parole à M. Mathieu. On parle de l'Afrique, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Vous savez, après la série des indépendances, il y a eu en Afrique la période dite la période des coups d'État. Un militaire se lève, il prend le pouvoir, il gouverne, un autre fait un coup d'État, il s'en va, etc., etc. Et nous sommes arrivés à la période des conférences nationales. C'était pour nous une période d'espoir. Nous sommes dit, ça y est, c'est fini. Maintenant, l'Afrique est sortie avec les conférences nationales. Et si je prends le cas de mon pays, après le règne d'un parti unique, dit Parti populaire, Parti communiste, qui s'est installé au Congo, nous avons tenu en 1991 une conférence nationale qui a rétabli le pluralisme politique et a permis d'aller aux élections libres, transparentes et équitables. Les premières élections libres, transparentes et équitables ont eu lieu en 1992, qui ont amené à la tête de notre pays un président de la République qui a été librement choisi par les Congolais, qui s'appelait à l'époque Pascal Lissouba. Et Denis Sassou Nguesso, qui a régné pendant 13 ans à l'époque, 12 ans, a été balayé et n'a même pas pu aller au deuxième tour. Alors en 1997, pendant que nous nous préparons à aller aux nouvelles élections, en juin 1997, Denis Sassou Nguesso est reparti au Congo et a déclenché une guerre. Et c'est une guerre qui a fait près de 44 000 morts, lui a permis de revenir au pouvoir. Il est venu au pouvoir après cette guerre atroce. Revenu au pouvoir, il s'est installé pour une transition de 5 ans. Transition de 5 ans. Et après cette transition, nous avons fait des élections, disons à sens unique. Après l'adoption de la Constitution du 20 janvier 2002, les élections à sens unique, puisqu'il était quasiment le seul candidat, les autres n'étaient que les gens qui sont venus s'amuser un peu, étaient le seul candidat et il s'est proclamé élu. Mais cette constitution du 20 janvier 2002 disait que le président de la République est élu une fois pour 7 ans, il est rééligible une seule fois. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de cette réunion qui vient à point nommé après un an d'existence de l'initiative. Il est donc temps qu'on ausculte toutes nos démocraties ou ce qui en tient lieu pour voir comment nos pays évoluent. Il est surtout temps que les pays africains, que les acteurs politiques africains commencent à se mettre ensemble pour ausculter leurs problèmes et leur trouver des solutions. Pour ce qui me concerne, je peux vous dire que j'ai baissé les bras depuis longtemps
parce que depuis une quinzaine d'années, on a tenté, ne serait-ce qu'au niveau de l'Afrique centrale, de faire en sorte qu'on se connaisse, qu'on se rende visite et qu'on mutualise certaines de nos forces face à des pouvoirs en Afrique, ceux donc d'Afrique centrale, face à des pouvoirs qui ont tout refusé, le développement et la démocratie. Et donc moi j'ai toujours pensé, et j'en suis toujours convaincu, que si l'opposition africaine, et singulièrement cette d'Afrique centrale, pouvait créer un espace de dialogue, cela serait utile pour nos populations. Cela étant, vous souhaiteriez certainement que je vous parle un peu de l'élection présidentielle du 10 avril au Tchad, qui a eu lieu, on est à presque un mois après, dans les conditions que vous savez. Tout le monde au Tchad attendait cette élection. Nous, l'opposition, on attendait cette élection parce qu'on savait que le fruit était mûr et que pour une fois, l'opposition pouvait damer le pion à Idriss Déby, et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un petit débat autour de l'éternelle question de la nécessité ou pas de se regrouper autour d'une seule candidature. Nous avons estimé que dans notre pays et dans le contexte actuel de l'évolution politique du Tchad, cet exercice était trop périlleux. Nous avons préféré que tous les candidats qui se sentent la capacité de faire quelque chose sur le terrain puissent se présenter librement. Et nous savions que parmi tous ces candidats, il y en avait 13. Tous les poids lourds de l'opposition tchadienne étaient présents. Et que donc le schéma que nous avons mis au point et qui consiste à faire en sorte que chacun dans son fief, dans sa région ou dans son électorat élargi puisse prendre le maximum qui va être une perte pour Déby, et c'est ce qui s'est passé. Cette tactique électorale a très bien marché. Elle a marché au point que Déby a dû utiliser les grands moyens militaires pour s'imposer. Dès la campagne électorale, nous étions déjà avertis puisque dans tout le pays, il y a eu des renforts militaires. Dans tout le pays. Le Tchad, c'est quand même 1 284 000 km², je l'ai dit pour mémoire. Donc dans tout le pays, dans tous les départements, dans toutes les régions, dans toutes les sous-préfectures, et même dans certains villages, on a déployé l'armée. Tous les moyens militaires étaient mis en place pour prévenir tout soulèvement. Parce que nous, pendant la campagne électorale, nous avons fait scander tout ce qu'on peut imaginer sur Déby. Jusque dans son propre fief, nous avons fait scander par la population qui a repris cela pendant nos meetings. Déby dehors, Déby merci. Voleur. Merci de me donner la parole. Merci à vous tous. Je voudrais, avant de me pencher un peu sur le cas de Djibouti, de vous donner une autre illustration de ce qui se passe en Afrique par la situation de notre pays. Revenir un peu sur les thèmes qui sont à l'ordre du jour du débat. Je ne pense pas que ces thèmes aient été évacués. Je pense qu'ils ont plutôt été abordés à travers les situations concrètes de différents pays ici représentés, le Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, le Tchad, etc. Il était prévu que nous débattions des conséquences pour l'avenir des continents de la malgouvernance, mais aussi des menaces de l'insécurité pour la croissance économique et de nous demander quel atout la jeunesse peut représenter pour le développement économique de notre continent. Malgouvernance, disons-nous, c'est un néologisme. En quoi est-il différent de la notion de mauvaise gouvernance? Je me suis un peu demandé pourquoi on n'est pas tout simplement parler de mauvaise gouvernance au lieu de recourir à ces néologismes, malgouvernance. Puis je me suis dit, peut-être que je n'ai pas raison, je me suis dit, il y a une composante qui n'est pas évidente dans l'expression mauvaise gouvernance qui ici est exprimée. C'est la composante intention. La malgouvernance n'est pas un tissu d'erreurs et d'incompétences, c'est un phénomène qui obéit à une intention. L'intention de conquérir le pouvoir par la force et de les conserver à vie. Vous venez de l'entendre. En Afrique, l'arrivée par les urnes au pouvoir est rare.
c'est souvent soit par un coup d'État électoral, soit par un coup d'État militaire. Et une fois que l'on y est, eh bien, on y reste par tous les moyens. Et même si on en est écarté brièvement, on y revient. C'est les cas du Congo-Brazzaville. Quelles sont les conséquences donc d'un tel phénomène de la malgouvernance en Afrique? J'en dirai quelques mots. Hein. Je ne prétends pas à l'exhaustivité. Déficit démocratique, violation des droits humains, violation des libertés publiques, faible redistribution des richesses, répression politique, corruption, népotisme, endettement, dégradation de l'environnement, chômage, pauvreté, frustration des populations, désespoir et tensions sociales et troubles sociaux qui peuvent déboucher parfois sur des guerres civiles et autres situations de chaos. Un mot maintenant sur les menaces. Je dirais que parmi les menaces, certaines sont déjà réelles. Le fait que l'Afrique soit un peu à la traîne du reste du monde est une menace réalisée de la malgouvernance. Car je ne pense pas que la situation du continent soit seulement attribuable à ce qui se passe à l'extérieur, aux pesanteurs historiques et autres. Nous avons, nous autres Africains, notre part de responsabilité et elle n'est pas négligeable dans la situation de notre continent. Je ne pense pas que nos dictateurs soient des idiots, des pantins aux mains de puissances étrangères. Je pense que ce sont des gens qui réfléchissent, mais pour servir leur propre intérêt. Ils font passer leur intérêt particulier, personnel, avant l'intérêt général, et pour cela ils sont prêts à tous les moyens. Ce qui vient de se raconter concernant le Congo, le Tchad et autres, on va jusqu'à recourir aux armes, est assez révélateur à mon avis. Et alors, la dégradation de l'environnement, le faible niveau de développement, l'absence ou la faiblesse des médias, etc., sont des menaces déjà réalisées. Quelles peuvent être les menaces potentielles? Eh bien, c'est que l'Afrique, tout simplement, bascule dans les chaos. Bascule dans les chaos avec la montée des intégrismes, avec la montée du terrorisme, qui sont les produits du désespoir. Les terrorismes et les produits du désespoir. Si ces gens-là bénéficiaient des conditions de vie décentes dans leur pays, s'ils étaient respectés en tant qu'humains, en tant que citoyens, s'ils pouvaient envisager un avenir serein et décent dans leur pays, je pense que les discours de la haine et de la violence n'auraient pas... Monsieur Kita, bonjour. Bonjour. Alors, nous venons d'assister à une conférence de presse avec des opposants africains qui est coordinateur de cette structure IPDD. Dites-nous déjà de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse africaine qui s'intéresse aussi à la politique. Vous savez, on a toujours dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Nos jeunes doivent être bien encadrés, soutenus pour que leur avenir demain soit meilleur. C'est ça le message de l'IPDD. Sans la jeunesse, l'Afrique ne peut pas exister. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui en Afrique, nous avons à peu près 70% des jeunes. Alors, il faut que cette jeunesse-là soit préparée, encadrée. C'est tout ce que nous pouvons demander et c'est ce que l'IPDD aussi souhaite, voilà, pour l'avenir de cette jeunesse-là. Alors, dites à nos téléspectateurs, c'est quoi exactement l'IPDD? L'IPDD, c'est l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Donc nous défendons la démocratie. Nous défendons le respect de l'ordre constitutionnel. Nous luttons contre les antivaleurs. Nous luttons contre ceux-là qui veulent se pérenniser au pouvoir. Donc c'est ça l'objectif de l'IPDD. Alors, pour les thématiques de cette conférence, vous avez mis l'accent sur la problématique de la malgouvernance. Oui. Généralement, on parle de la bonne gouvernance. Vous avez fait un peu jeu de mots. Ensuite, vous avez parlé de l'insécurité et menaces sur la paix. Est-ce que vous avez une idée d'un pays en Afrique qui aujourd'hui respecte ou ne respecte pas certaines thématiques telles que vous avez évoquées? Mais vous savez, chers amis, la majorité des pays africains aujourd'hui sont dirigés par des dictateurs. Je prends l'exemple de la République démocratique où vous avez des gens qui sont arrivés au pouvoir avec 0 francs, aujourd'hui se retrouvent avec des milliards, en dollars bien sûr. Donc cette problématique-là, si ce n'est pas traité, le peuple africain, nos populations, vivra toujours dans
l'insécurité sociale. C'est pourquoi nous avons abordé ce thème-là pour que nos dirigeants, y compris nous-mêmes, parce que demain on sera aux affaires, pour que nous prenions conscience qu'il faut qu'il y ait cette politique-là de la bonne gouvernance. Donc voilà, par rapport à l'insécurité, nous savons tous qu'au jour d'aujourd'hui, à Béni, à l'est de la RDC, il y a eu massacre. Au Congo-Brazzaville, dans les Poules, il y a eu massacre. Au Tchad, ainsi de suite. Donc au Djibouti, nous voulons que cette insécurité-là puisse s'arrêter. Donc nous voulons vraiment qu'il y ait la paix règne dans notre continent, que tout aille de mieux en mieux. C'est ça que nous demandons. Avec l'IPDD, quelles sont les prochaines étapes pour ce qui... Nous continuons la mobilisation, la sensibilisation pour que l'alternance soit une réalité dans nos pays respectifs. C'est ça le rôle de l'IPDD. Et au jour d'aujourd'hui, on s'en réjouit parce que on veut que... Bonjour. Bonjour. Alors nous venons d'assister à une conférence de presse, donc vous étiez intervenant, membre de l'IPDD, opposant congolais. Dites pour nos téléspectateurs, quel était votre sentiment lors de cette conférence de presse? Bon, moi j'ai plutôt un sentiment de satisfaction que à nouveau l'IPDD se retrouve pour parler Afrique, parce que l'IPDD a été fondé pour l'Afrique, pour faire connaître l'Afrique et surtout faire rassembler les opposants africains, les patriotes même africains, pour qu'on parle d'Afrique vraie, la vraie Afrique. Et ça c'était très important. Et dans les conditions d'aujourd'hui c'était nécessaire. Beaucoup de choses sont déroulées en Afrique. Il fallait qu'on en parle. Alors vous qui êtes opposant congolais, comme je le disais tantôt, vous avez suivi les autres opposants pour pouvoir parler de CBT, le dialogue de CBT, dont certains qualifient de monologue. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Mais pas certain. Moi-même, je suis le premier à dire que c'est un monologue. J'ai refusé d'y participer parce que ce n'était pas un dialogue. Le dialogue de CBT, que nous appelons monologue, a été organisé pour valider l'intention du président Sassou de changer de constitution et de s'offrir un troisième mandat. Comment voulez-vous qu'on aille à une telle manifestation qui n'avait qu'un but précis, lui permet de changer de constitution et de s'octroyer un troisième mandat? Donc c'est un monologue. Et là-dedans, il ne s'est trouvé que les gens de la mouvance présidentielle. Il y avait 600 participants, 400 de la mouvance présidentielle et 200 de sa sécurité. Et on sait qu'il y a c'était une stratégie pour le président Sassou Nguesso de choisir CBT, qui est sa ville natale, pour tenir ce dialogue. C'était la ville qui causait problème ou c'était la façon de faire? Ah non, la ville ne pose aucun problème. C'est une ville congolaise, n'importe quel Congolais chez lui, dans n'importe quelle ville du Congo. Mais il a choisi CBT loin des troubles, des tumultes du Brazzaville. Il se disait que là-bas c'était tranquille, il pouvait prendre les participants en otage puisqu'il a envoyé une forte présence militaire là-bas. Alors il ne craignait rien, c'est bien là-bas pour qu'il puisse faire son affaire et venir parler maintenant du consensus de CBT. Il n'y a pas eu de consensus, on leur a imposé un point de vue, c'est OK pour le changement de la Constitution, d'accord pour la gouvernance électorale telle que proposée par le ministre de l'Intérieur. Voilà CBT. Alors, nous savons que vous avez aussi été persécuté après ce dialogue. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Vous qui êtes aujourd'hui en France, comment ça s'est passé pendant tout ce moment-là avant les élections? Mais pendant ce temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, puisque nous-mêmes aussi nous avons organisé un dialogue qu'on appelle un dialogue alternatif de Diata, où il y a eu la participation non seulement des opposants, mais aussi certains partis de la majorité présidentielle qui sont venus se joindre à nous parce qu'ils étaient contre le changement de la Constitution. Nous avons tenu cela et la tournée était telle que le président Sassou a dû sortir ses griffes pour faire une répression féroce. Nous avons enregistré au cours d'une manifestation plus de 26 morts, 77 blessés, beaucoup de disparus. Donc, qui font que, bon, et pour nous, et à partir de là, il a mis toutes les mesures de répression en place, assignation à résidence, et tout ça. C'est dans ce cadre-là que je n'ai pas pu quitter le Congo depuis 12 mois. En décembre dernier, je voulais venir passer les vacances ici avec les enfants, passer les fêtes de fin d'année. Impossible de venir. Et maintenant, avec plusieurs interventions de la communauté internationale, de la France, alors il a laissé, il m'a laissé sortir quand j'ai demandé à sortir. En fait, j'ai fait un essai et ça a marché et je suis parmi vous. Monsieur, donc, quelle est votre vision aujourd'hui par rapport à votre pays, la République du Congo? Mais mon pays aujourd'hui, c'est de tout reprendre à zéro.
On ne peut pas accepter que le président Sassou soit octroyé par la force du pouvoir. Il faut qu'il y ait un compromis politique. Nous avons promis qu'on proposait au président Sassou. Bon, vous êtes un président de fait, vous êtes là, nous en tenons compte, mais il faut un compromis politique. Alors, en quoi consiste ce compromis politique? La reconnaissance du Premier ministre, par exemple, c'est quelque chose de bien, non? Vous ne trouvez pas? La reconnaissance du Premier ministre? La reconnaissance, avant le statut de Premier ministre n'est pas reconnu dans votre pays. Aujourd'hui au Congo, nous savons que le Premier ministre a un statut reconnu officiellement. Bon, tout ça, ce sont des arrangements de Sassou. Nous appelons tout ça de fait. C'est illégitime, c'est illégal tout ça. Ce que nous voulons, c'est quelque chose qui sort réellement du choix des Congolais. Que nous allons au compromis politique, qu'on gagne les meilleures élections, que les Congolais aient la liberté de choisir librement leurs dirigeants. Et en ce moment-là, le Premier ministre en sortira, et bien ce sera un Premier ministre qui aura été désigné dans les conditions requises par la loi congolaise. Alors pour terminer cet entretien, est-ce que avec l'IPDD, quelles sont les prochaines étapes? Bon, les prochaines étapes de l'IPDD, c'est de faire en sorte que la lutte des Africains gagne en ampleur et surtout qu'elle soit connue, largement connue à l'extérieur. Parce que souvent on est enfermé, on entend que les discours des dictateurs là. Vous voyez, prenez une télévision africaine, vous ne suivez pas le reste. Il n'y a que les activités du dictateur, si bien que beaucoup de gens renoncent même à regarder les télévisions. Alors avec l'IPDD, c'est donner une autre ton, donner une autre voix, et qu'à l'extérieur on sache ce qui se passe en Afrique. Il faut travailler dans ce sens-là. Nous appelons ça dans le temps la popularisation de la lutte des peuples africains. Quelle est la place de la jeunesse? La place de la jeunesse, c'est l'avenir, c'est demain. Voilà pourquoi nous disons que toutes les associations des jeunes, tous les jeunes individuellement ont leur place à l'IPDD. Parce que c'est la voix de la jeunesse qui doit se faire entendre, c'est elle l'investissement de demain. Donc, coopération tropicale, quel est l'avenir de l'opposition? Mais l'avenir est radieux. L'avenir est radieux parce que le président est en train d'échouer. Il est en train d'échouer, le pays est bloqué, il n'ira pas loin. Alors l'opposition congolaise, elle se refonde bien, elle se soude, elle a une perspective devant elle. Et il faut absolument mobiliser le peuple congolais et vous verrez que la vapeur va se renverser. Parce que bon, vous êtes sortis du pays, mais il y a certains, comme le général, il y a certains de vos camarades qui ne veulent pas sortir du pays. Quel est leur sort? Mais nous nous battons pour que tout le monde soit libre. Il n'est pas question, l'élection ce n'est pas une faute politique. Ce n'est pas parce qu'on a parfois une élection qu'on a commis une faute politique. Il faut que tout le monde soit libre. Je ne suis pas d'accord que les gens qui ont participé aux élections, même s'ils ont participé contre mon point de vue, mais ils doivent avoir leur liberté de mouvement. Ils n'ont commis aucune faute. Pourquoi Sassou doit sortir que eux, ils sont assignés à résidence? Mais lui, il sort, il a participé à l'élection comme eux. Pourquoi ils doivent être là? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Nous faisons tout. Nous avons demandé, avant que je ne vienne ici, j'ai tenu une conférence de presse et j'ai demandé que tout le monde soit libre, que personne ne soit inquiété, qu'il ne soit mis à résidence. Parce que l'opinion politique, nous avons banni le délit d'opinion politique. Pourquoi on doit arrêter quelqu'un ou l'assigner à résidence pour... Quel message pour la jeunesse congolaise et pour la population congolaise qui attend une lueur d'espoir de la part de l'opposition? Mais la population congolaise, les jeunes doivent continuer à espérer. Ils ne doivent pas être déçus, qu'ils ne s'attristent pas parce que l'avenir est devant nous. Ce que fait le président Sassou, moi j'ai appelé ça les coups de boutoir des dernières minutes. Ça ne sert strictement à rien. Il est en train de s'évanouir. Alors, mettons-nous debout pour lutter et l'avenir est à nous. Mais surtout, quand vous refusez d'aller aux élections, vous ne pensez pas que vous laissez le champ libre? Pas du tout. Les élections ont déjà été occupées. Pourquoi voulez-vous aller à une élection où le résultat est déjà connu? Ça ne sert strictement à rien. Sinon, on accompagne celui qui va se donner la victoire. C'est pour crédibiliser sa victoire. Or, si tout le monde refuse, ça, heureusement, la communauté internationale jusqu'à ce jour n'a pas reconnu les élections du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui est très important. Justement, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.